Et un jour, sur vos lits de mort, bien des années auront passé. Peut-être regretterez-vous de ne pouvoir échanger toute votre triste vie épargnée à Sterling pour une chance, juste une petite chance, de pouvoir revenir ici et de tuer nos ennemis. Car ils peuvent nous ôter la vie, mais ils ne nous ôteront jamais notre liberté! En Écosse, l'histoire remonte à 50 000 ans, après la glaciation de Vurnes. Les Romains, devant ces barbares pictes, nommés Calédoniens, attaquant peints à demi nus, préfèrent ériger le mur d'Adrien pour les séparer de leur colonisation d'Angleterre. Venus d'Irlande par l'Ulster, les Scots amènent leur langue gaélique et le pays est nommé Alba. L'amitié franco-écossaise remonterait, selon Walter Bower, moine puis abbé de Saint-Colombe, à Charlemagne. Cette terre connut les intrusions vikings et la conquête du duc Guillaume en 1072. Les Normands y édifieront de solides places fortes. Les tribus d'Écosse sont formées en clans. La frontière proche avec l'Angleterre donne lieu à des luttes farouches, dont le but sera toujours cette indépendance rêvée et difficilement accessible. En 1295, rejetant les Anglais, l'Écosse scelle l'union avec la France, nommée Aulne Alliance. En 1428, le poète Alain Chartier dira « De cette alliance transmise de génération en génération, qui n'a point été écrite sur un parchemin de peau de brebis, mais qui s'est gravée sur la chair vive et sur la peau des hommes, tracée non à l'encre, mais par le sang. » En 1296, le roi d'Angleterre, Édouard, envahit l'Écosse. William Wallace dans le nord et Andrew de Moray pour le sud deviennent les symboles de la résistance, élus gardiens du pays par les nobles en l'absence du roi Jean Balliol. Ils écrasent l'armée anglaise au pont de Stirling, scène mémorable du film Braveheart. Andrew meurt de ses blessures. Édouard se vengera à Falkirk en 1298. Wallace laissera le commandement à Robert Bruce, issu d'une noble famille normande du Cotentin, compagnon de Guillaume le Conquérant. Ne désirant pas négocier, William reprend la lutte, mais trahi, il tombe aux mains des Anglais. Ceux-ci n'arriveront pas à lui faire jurer allégeance. Il mourra dans la souffrance, les membres éparpillés aux quatre coins du royaume d'Angleterre afin de décourager toute résistance. Le comte de Moray se rendit célèbre en escaladant le château d'Édimbourg en 1313 avec un commando d'Écossais par la face sud, réputé imprenable, et s'empara de la place. Robert Bruce devient roi en 1307, écrase les forces anglaises à la bataille de Bannockburn en 1314, donnant l'indépendance à l'Écosse. Le premier parlement écossais voit le jour en 1326, mais les Anglais envahissent de nouveau, et c'est la seconde guerre d'indépendance. Au coude à coude avec nous, c'est avec Jeanne d'Arc, ses archers d'Écosse, chantant l'air « Why hey we while it bled », dont l'armée de 6000 hommes marchait sous des chefs comme John Stewart ou Stuart, connétable d'Écosse de famille royale, comte de Buchan, Patrick Ogilvy ou Hugh Kennedy of Ardginger, surnommé Caned, dont le blason eut les 3 lys du roi de France par Charles VII. D'autres comme William Douglas, Houston, Hamilton, Galaise, Crichton, Chambers, Carl Michael, Blair, Melville, Lennox, Nowell, Wishart. Ils ouvrirent avec les cornemuses la marche de Robert Bruce, devenue celle de Jeanne, pour entrer dans Orléans. Ils sauront de tous les combats de ce temps, d'une loyauté et d'une vaillance sans faille. La victoire de Baugé en 1421, comme les défaites, Cravant en 1423, Rouvray-Saint-Denis en 1429, où tombe Jean Stuart et son fils. Celui-ci avait payé en 1421 le chapitre d'Orléans pour une messe quotidienne au repos de son âme à perpétuité. Charles VII y avait ajouté un revenu mensuel. La famille Stuart eut le fief d'Aubigny-sur-Ner jusqu'au XIXe siècle. Lorsque les Anglais demandèrent les conditions de la bataille le matin de Verneuil en 1424, les capitaines écossais répondent
qu'ils ne feraient pas d'Anglais prisonniers et qu'ils ne voudraient pas, eux vivants, être prisonniers des Anglais. Les deux capitaines Douglas reposeront dans la cathédrale d'Orléans, à gauche du chœur. En 1512, l'Aulne d'Alliance donne la double nationalité aux Écossais comme aux Français, et cela restera valable jusqu'en 1903, pour la République antisociale dominant la France depuis l'assassinat de son roi. Cet acte est-il encore en vigueur en Écosse, qui sait? La bataille de Flodden Field qui suivra sera un désastre, comme celle de Solway Moss et d'autres événements douloureux encore. De Marie de Guise, une autre Marie marquera l'histoire, Marie Stuart, reine d'Écosse, restée dans le cœur et les mémoires, épouse de François II en 1558 et reine de France. Elle revint veuve en Écosse, affronta la Réforme et sa cruelle cousine Élisabeth qui la fit décapiter. On distingue de nombreuses devises en français dans les blasons des clans, et des mots français intègrent le langage des Scots. C'est sous Charles Ier qu'éclate la première révolution anglaise, faite de multiples conflits entre 1640 et 1650, dite guerre des Trois Royaumes. Le marquis de Montrose s'y fera remarquer en 1645, tentant de soulever les Highlands pour le roi. Ces opérations militaires furent efficaces, avec de nombreux volontaires venus d'Irlande, commandés par Alasdair MacColla. La division entre les chefs, la défaite de Philiphaugh et la négociation auront raison de son aventure. Bref, Cromwell envahit l'Écosse en 1650 et laisse George Monk comme commandant jusqu'au rétablissement de Charles II, puis de Jacques VII d'Écosse ou Jacques II d'Angleterre. Dans les Highlands, c'est la victoire de John Graham de Killiecrankie en 1689 sur les forces de Guillaume III. La mort de Graham, la défaite de Dunkeld, puis celle de la Boine, où forces coalisées françaises, écossaises, irlandaises de Louis XIV et Jacques II seront vaincus en 1690. Il est à noter que depuis, les sympathisants et colons anglais de l'Ulster traversent chaque année par provocation les quartiers catholiques d'Irlande, début juillet, pour fêter cet événement contre nous et nos frères gaéliques. Le Parlement anglais passe la couronne à la maison du Hanovre, Act of Settlement en 1701. Il s'ensuivra une terrible famine et une dépopulation, comme une ségrégation britannique envers les Écossais. C'est aussi en 1717 l'époque du célèbre Rob Roy MacGregor, fils du héros Duncan, un rude gaillard au principe chevaleresque, dont la devise reste « Royal est notre race ». Attrapé 3 fois, échappé au temps, enterré à Blackpeter, près du Loch Voil. Les rois de France tenteront plusieurs fois d'aider l'Écosse par des débarquements en 1708, 1715 et 1745. Ce sera les victoires d'Édimbourg. Preston pense. Charles-Édouard Stuart s'approchera dangereusement de Londres. Cet épisode reste important car le régime Whig, qui vantait son système libéral, se trouvait dans une révolution populaire contre lui. Même des protestants se ralliaient aux Stuarts. Quand l'argent dirige, plus rien d'humain ne compte. La riposte sera terrible. L'armée confiée à un bâtard de Charles Ier, Onley, déchaînera ses colonnes infernales. Le franc-maçon Hogarth immortalisera cette armée, payée à prix d'or pour sauver la couronne allemande hanovrienne dans The March to Finlay. Mais Charles-Édouard les taille en pièces à Preston Pans, entre à Carlisle, écrase les forces anglaises à la bataille de Falkirk. En bon chrétien, il commit l'erreur de libérer ses prisonniers, de recueillir, de soigner, d'épargner le sang, ce qui profite à l'adversaire. Son ralentissement à prendre Londres servira les Hanovriens. Les plaintes de cette guerre de succession d'Angleterre arriveront jusqu'aux oreilles de Louis XV. Celui-ci, en janvier 1746, demandera à Voltaire de rédiger un manifeste pour la libération de l'Angleterre. Afin de la protéger contre les libéraux, il prépare une armée de débarquement à Calais. Devant la défaillance des troupes anglaises, les libéraux prennent des mercenaires allemands afin de protéger leur pouvoir sur le peuple anglais. Puis c'est la défaite de Culloden, où périrent les forces coalisées, irlandaises, françaises et écossaises, dont le célèbre régiment du Royal écossais. Le parti Whig est dans l'esprit de la Révolution de 1649, comme celui du siècle des Lumières. Devant l'œil vide des juges à perruque blanche, le sang coule, échafaud, torture, exécution, supplice barbare. En trahison de sa parole donnée à Louis XV, Cumberland livra les officiers ayant capitulé à Carlisle à la foule délirante, annonçant les tricoteuses de 93 en France.
Ceux-ci comparurent, fiers, en toque écossaise, uniforme bleu apparemment rouge. Ils furent suppliciés sur des poteaux, laissés entrailles à l'air à l'appétit des corbeaux. Lord Chesterfield, si souriant, n'avait-il pas poussé Newcastle à l'extermination en masse des Écossais? Nous vîmes alors le déchaînement biblique des puritains, comme nous le verrons en Amérique. Cumberland gagna le sobriquet de The Butcher, car les comtés et provinces subirent une épuration terrible. Certains diront c'est le passé, mais nous pourrions continuer bien au-delà à dénoncer des actes de fourberie, de la déportation des Acadiens au génocide des Amérindiens, sans parler de la misère sociale terrible du mercantilisme libéral, reposant sur l'hécatombe qu'ils firent subir à leur propre peuple, hommes, femmes et enfants. Voilà ce que le régime Whig libéral pouvait enfanter comme humanisme. Louis XV essaya de faire arrêter ces horreurs par l'intermédiaire du représentant hollandais Van Hoey. Lord Chalmondeley fit brûler la lettre de Louis XV, disant « Les Anglais traiteront toujours les Français avec le mépris que méritent les esclaves. » Pour le Parlement, dit Paul del Perugia dans son Louis XV, « Il fallait d'abord libérer les Français de la dictature des Bourbons. D'esclaves qu'ils étaient sous Louis XV, ils devaient d'abord devenir des civilisés avant d'être admis comme égaux. » La Révolution française germait-elle dans l'esprit des politiciens libéraux de Londres? Personne ne le crut. Quand arriva 17 officiers irlandais et écossais et 3 pairs d'Écosse, miraculeusement échappés d'Angleterre, qui racontèrent ce qu'ils avaient vu, l'opinion populaire française découvrait l'Angleterre libérale. Voltaire confirmait les dires. D'innombrables gens furent suppliciés, les têtes accrochées aux portes des villes, comme en Turquie ou en Mongolie, selon Del Perugia. Mais cela se passait à Manchester et d'autres villes en ce XVIIIe siècle. La culture écossaise, tartan et cornemuse furent interdits, comme les clans, et les membres furent enrôlés dans l'armée britannique. Misère et immigration deviennent le lot des Écossais, dont nombreux partirent aux Amériques. Pour nous, Français et Écossais, puisque nous nous moquons de la décision républicaine suspendant l'aulne d'alliance, nous pensons aux gardes du corps de la maison du roi datant de Louis XI. Nous fêterons la victoire de Fontenoy de 1745, où un gendarme écossais brandit l'étendard anglais pris ce jour sur la toile de Vernet. Bref, que reste-t-il aujourd'hui depuis la guerre de 14? Nous ne parlerons pas des déportations ni des famines organisées, des sacrifices pour l'indépendance, les émeutes populaires de 1919, où les chars anglais entraient à Édimbourg comme à Glasgow. Encore dans les mémoires. Depuis 3 siècles, l'Écosse attend sa liberté. Il est temps de prendre en main sa destinée. Nous, les fils de France, ceux de la mémoire, nous vous regardons toujours comme nos frères. Nos sangs se sont mélangés à de nombreuses batailles jusqu'aux terres d'Amérique, où, fidèles jusqu'au bout, vous nous rejoignirent contre la fourberie dont les Amérindiens payèrent le lourd tribut dans la défaite. Henri Dion, dans Les Amis de Jeanne d'Arc, disait « La collégialité laïque, matérialiste, mercantile, engluante et dictatoriale que nous proposent des politiciens dévoyés ne peut aboutir sans tenir compte des aspirations spirituelles. Les peuples comme les hommes ont une âme sans laquelle ils ne sauraient vivre. L'Écosse, comme l'Irlande et le Québec, devront se libérer ou malheureusement disparaître. Méditons la devise de Marie Stuart. En ma fin est mon commencement. Rencontrons nos frères d'Écosse durant leur jeu celtique, et en tant que Français, et par l'aulne d'alliance, nous donnant citoyenneté, nous voterons toujours William Wallace. Notre jour viendra. Te refaire là.